Mais en même temps, la droite est tentée par un certain conservatisme. La tentation conservatrice, c'est se rappeler que l'école, c'est pas seulement le lieu où on construit l'avenir. C'est pas dans les années 80, la droite appelait ça l'entreprise du futur. Voilà, l'entreprise du futur, oui, c'est l'entreprise qui construit l'avenir, l'éducation. Mais l'éducation, c'est aussi l'endroit où on transmet les traditions. C'est aussi l'endroit où on sauvegarde les traditions et les héritages. Donc il ne faut pas passer tout ça par pertes et profits non plus. Et la droite est très attachée aussi au fait que l'école, c'est l'endroit où on apprend la discipline, où on apprend à se tenir droit, à se tenir calme. Une classe qui se tient calme, c'est toujours très important. Et dans les années 70 en particulier, c'était le débat qui dominait, c'était mais comment va-t-on rétablir l'ordre? Depuis mai 68, les élèves n'obéissent plus. Bon. Bref, voilà, on a du mal à se définir un projet à droite comme à gauche. À droite, on est tiraillé entre la tentation libérale, la tentation conservatrice. Bon, et à gauche, eh bien, on n'a jamais su très bien choisir. La tentation, ça serait quoi? Ça serait de dire ce qui va plaire à tout le monde. Et ce qui plaît à tout le monde, ça change en fonction des modes. Mais enfin, s'il faut vraiment parler d'éducation, bon, on va dire ce qui plaît. Le risque, c'est évidemment de dire des choses qui ne sont pas très claires, et c'est le risque du brouillage. Alors cette tentation, elle a existé à gauche. Elle a existé à gauche quand la priorité, c'était la pacification. Quand il fallait absolument pacifier les choses, quand on avait vécu une crise grave, une mobilisation énorme des enseignants qui s'étaient fâchés avec le Parti socialiste. Or, on sait que le Parti socialiste, eh bien, il recrute son électorat d'abord chez les enseignants, donc il faut se réconcilier. Et la pacification, ça a toujours été le même qui en a été chargé, ça a été Jack Lang. Alors Jack Lang, il est surtout connu comme ministre de la Culture, c'était le ministre de la Culture flamboyant de toute l'histoire du Parti socialiste au pouvoir dans les années 80-90, mais il a aussi été ministre de l'Éducation par 2 fois. Et les 2 fois, c'était pour des moments très brefs, c'était des moments juste avant des élections que le Parti socialiste se disait qu'il allait de toute façon perdre, donc c'était pas un tremplin politique extraordinaire, mais il a accepté ce rôle-là, courageusement. Et ces 2 fois, Jack Lang est venu après une crise majeure, des moments qui ont poussé le ministre à la démission. Donc avant lui, c'était Lionel Jospin en 92 qui était poussé à la démission parce que c'est suite à des conflits majeurs avec les enseignants. Et en 2000, là c'est Claude Allègre démissionne. Donc à chaque fois, le rôle de Jack Lang, c'est de pacifier les choses dans l'attente des élections qui arrivent. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jack Lang, une fois arrivé au pouvoir? La première chose qu'il a fait, c'est d'atténuer les réformes. Il y avait des réformes qui étaient en débat, il les a atténuées, c'est-à-dire que il les a en partie vidées de leur sens, de façon à ce que les débats s'apaisent, les conflits s'apaisent. Donc l'espoir de changer l'école, est un peu réduit. Mais on ne change pas l'école sans confiance. Et Jack Lang, il a peut-être permis de rétablir la confiance. En tout cas, il doit conserver la fidélité de l'électorat enseignant. Et puis à droite, on est tenté de plaire aussi au risque du brouillage. Mais à droite, on va plaire d'une autre façon. C'est-à-dire qu'à droite, on va plaire en secouant un petit peu les choses, en secouant le mammouth, justement, parce que là, on n'a pas peur de perdre l'électorat enseignant. C'est pas grave, les enseignants sont peu nombreux à voter à droite, donc c'est pas trop grave si on perd cet électorat. En revanche, il y a une partie de la clientèle de la droite qui dénonce une école trop molle, une école qui n'enseigne plus l'autorité, une école qui ne sélectionne plus. Donc, on peut être tenté de plaire avec des formules simples. Alors, je donne quelques exemples. Là, par exemple, en 2005, à l'époque, c'était le gouvernement de Dominique de Villepin qui annonce qu'on va rétablir l'apprentissage à 14 ans. C'est en fait mettre fin à l'idée de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais justement, c'est une façon de dire on va revenir un peu sur la massification, on va sélectionner, on va se débarrasser des élèves qui posent le plus de problèmes à l'école. C'est pas tellement une façon d'assumer l'objectif de la démocratisation. En même temps, d'ailleurs, ils n'ont pas renié officiellement, donc on est un peu dans la contradiction. De même, en 2005, alors là, Gilles de Robien a fait un grand coup de publicité en annonçant qu'il supprimait la méthode globale d'apprentissage de la lecture. Et là, il s'est attiré les foudres de quantité de spécialistes de l'apprentissage de la lecture qui ont expliqué que la méthode globale n'est plus appliquée, n'a jamais été réellement appliquée, en fait, du moins par une infime minorité.
et que il faudrait s'occuper des vrais problèmes au lieu de poursuivre comme ça des fantômes et de partir à l'assaut des moulins à vent. Il est même allé un petit peu loin là-dedans parce que ça l'a un peu ridiculisé aux yeux de beaucoup de personnalités du monde de l'éducation. De même, l'assouplissement de la carte scolaire, alors ça c'était un des grands projets de Nicolas Sarkozy. En fait, c'est quoi l'idée de l'assouplissement de la carte scolaire? C'est de dire, vous n'aimez pas votre collège parce que c'est un collège qui recrute beaucoup d'élèves de milieux populaires, c'est un collège agité, qui a un niveau difficile, c'est un collège où il y a de la violence, eh bien vous allez pouvoir demander une dérogation à la carte scolaire pour pouvoir scolariser votre enfant dans un collège plus tranquille. Parce que vous savez on est obligé d'aller dans le collège de sa zone de recrutement. Alors ça existait déjà, les dérogations, sauf que elles étaient soigneusement encadrées pour éviter qu'il y en ait trop, parce que la carte scolaire, c'est un moyen de garantir la mixité sociale des établissements. Or, assouplir la carte scolaire, eh bien, c'est un moyen d'encourager justement les gens à fuir cette mixité. Et de fait, dès que Nicolas Sarkozy a été élu, il y a eu une explosion des demandes de dérogation, mais on ne pouvait pas en accorder davantage. Parce que les établissements favorisés, ils ne reçoivent que les élèves qu'ils peuvent. Ils ne vont pas pousser les murs pour accueillir plus de monde. Donc, ça a contribué à vider les collèges les plus en difficulté de leurs meilleurs élèves, alors qu'ils sont tous partis. Donc là, ces collèges se sont trouvés dans une situation catastrophique. Mais ça n'a pas favorisé la démocratisation. Ça a joué, au contraire, un rôle dans le renforcement de la ségrégation spatiale. Bon, un autre exemple, c'est Xavier Darcos, qui en 2008 généralise la semaine de 4 jours. Ça aussi, ça plaît, mais tous les chronobiologistes disent bien qu'en termes d'apprentissage, c'est une aberration. Mais ça plaît. Ou encore une autre idée qui était les internats d'excellence. Alors là, on a créé ça de 2008 à 2013. On a créé des établissements de toutes pièces, parfois dans des anciennes bases militaires complètement perdues au fin fond de la campagne. On crée des internats où on recevra des élèves, d'excellents élèves issus de milieux défavorisés. Bon, ça permet à quelques-uns, effectivement, de sortir de leur milieu, d'avoir de l'ambition. Et d'ailleurs, il y a tout un programme de visites culturelles, d'activités culturelles. Enfin, c'est pas seulement l'école, ça va bien plus que ça. On retire ces élèves de leur quartier, de leur famille, pour leur donner une chance de connaître un parcours scolaire, ambitieux. Bon, tout ça, ce sont des mesures ponctuelles. Des mesures ponctuelles qui ne sont pas toujours applicables, d'ailleurs, comme la suppression de la méthode globale ou même l'assouplissement de la carte scolaire. Ce sont des mesures qui peuvent entraîner des effets pervers. Ce sont des mesures qui parfois sont en contradiction avec les lois qui ont été votées par ceux qui les ont promues. Par exemple, la suppression de la méthode globale, elle était en contradiction avec la loi d'orientation de 2005 qui prônait la liberté pédagogique des enseignants. Et on a des interviews de Gilles de Robien qui se ridiculise face aux journalistes, parce que les journalistes lui demandent « Oui, mais quand même, c'est bizarre, la loi dit ceci et vous dites cela ». Et lui essaie de défendre quand même son point de vue, mais effectivement, ça ne tient pas. Mais ponctuellement, ça a un effet d'annonce. Voilà, des effets d'annonce. Donc c'est ce qui plaît. En tout cas, un effet d'annonce, ce n'est pas un projet politique. Et ici, on n'a toujours pas de véritable projet politique. Alors après, est-ce que Jean-Michel Blanquer a un projet politique? C'est bien possible, ça je vous en laisse juger en tant que citoyen, et c'est très difficile de juger quand on y est, et l'historien aime avoir un peu de recul. En fait, d'une manière générale, ce qu'on a constaté ici, j'espère que vous l'avez constaté avec moi, c'est que la France, comme beaucoup d'autres pays, mais particulièrement la France, a besoin d'un vrai débat sur son école. Et un débat qui permettrait de s'approprier le principe de la démocratisation. C'est-à-dire de se demander ce que c'est que la démocratisation, de s'entendre sur ce que c'est, et d'avoir, de pouvoir imaginer la démocratisation. Parce qu'au fond, on utilise le mot, mais on n'est pas d'accord sur ce que ça signifie, ou même on ne s'est jamais demandé ce que ça signifiait. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'imaginer la démocratisation. Si on se demande quelle était la force de l'école de la Troisième République, la force de l'école de la Troisième République, et je l'ai évoqué dans la première séance, c'était d'avoir su construire un ensemble cohérent de détermination.
Cet ensemble cohérent de détermination, c'est un projet politique, bien évidemment. C'est des programmes, c'est un corps enseignant, ce sont des bâtiments, c'est un cadre matériel, ce sont des outils pédagogiques, ce sont donc des programmes scolaires, des horaires, des rituels scolaires, un décor et donc tout un imaginaire. On a réussi à créer un véritable imaginaire extrêmement riche de l'école que l'on veut construire. Et c'est ça qui a réussi à mobiliser les acteurs, que ce soit les enseignants, les parents, les administrateurs, les politiques, tous ont tiré dans le même sens parce qu'ils avaient un imaginaire commun. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables d'avoir un imaginaire de la démocratisation ? Est-ce que nous sommes tous capables d'imaginer la démocratisation et de construire un imaginaire suffisamment riche autour de cette démocratisation pour que ça soit mobilisateur pour l'ensemble des acteurs. Et c'est à cette condition que l'ensemble des acteurs se mobilisera pour transformer l'école dans un sens qui permette d'aller vers la démocratisation. On ne décrète pas la démocratisation du jour au lendemain. On construit patiemment et lentement la démocratisation, mais on ne le fait que si on sait où on va. Et pour savoir où on va, il ne suffit pas d'avoir des slogans politiques en parlant d'égalité des chances, en parlant d'orientation, en parlant de démocratisation. Non, il faut avoir un vrai projet politique, et un projet politique n'a de sens que s'il s'appuie sur tout un imaginaire. Donc, construire un imaginaire de la démocratisation, eh bien, ça doit être l'ambition aujourd'hui d'une école qui tirerait les leçons de tous ces éléments historiques et sociologiques que j'espère vous avoir présentés de façon aussi claire que possible. Voilà, bon courage pour l'examen. Il ne sera pas si difficile, mais non. Mais justement, réfléchissez à tous ces enjeux-là. On vous demande une réflexion en 1 heure, de répondre à une question, de réflexion sur tous les problèmes que l'on a abordés ici. On ne vous demande pas du par cœur, on vous demande de connaître certains concepts, mais on vous demande d'être capable d'utiliser ces concepts pour construire une réflexion argumentée qui ait du sens. Voilà, bon courage à tous et bonne fin de confinement. À très bientôt, j'espère, dans les amphis.